Bonjour et bienvenue dans .vlog numéro 5. Alors je ne fais pas le décompte à chaque fois, mais comme c'est nouveau, ça fait plaisir de voir que ça augmente. Aujourd'hui, je vais vous parler des triggers. Alors vous allez me dire, pourquoi les triggers? Comme vous le savez, vous avez suivi les débuts de .vlog, le numéro 2 était consacré aux behaviors. Et puis, comme je parlais de ça, je m'étais senti obligé de pondre un article 2 ou 3 jours après, expliquant la différence entre les behaviors et les triggers, parce qu'on pouvait difficilement parler de l'un sans l'autre. Et puis aujourd'hui, j'ai été saisi d'une mauvaise conscience, en me disant, ayant parlé des behaviors, ayant écrit un article expliquant la différence entre les behaviors et les triggers, il me semblait difficile de ne pas consacrer un numéro de .vlog aux triggers. Eh bien, c'est fait, c'est aujourd'hui, en tout cas c'est en train de se tourner, et on va passer à ça tout de suite. Mais attention, quand même, un avertissement, il va y avoir un peu de parlotte, parce que forcément il faut expliquer un certain nombre de choses. Le but du jeu de .vlog, c'est pas de me regarder taper à la machine, mais c'est bien de vous expliquer des choses, avec comme support, éventuellement des exemples à l'écran vivant, c'est quand même plus sympa que sur un blog écrit. Donc on y va, c'est parti. Alors pour comprendre ce que sont les triggers, je crois que la meilleure façon, c'est de vous faire sentir quel est le besoin qui est derrière et en quoi les triggers sont importants. Et pour ça, il n'y a pas 50 façons. Il faut d'abord que je vous fasse voir du mauvais code qui n'utilise pas les triggers pour que vous puissiez voir justement l'apport des triggers et qu'est-ce qu'ils vont permettre de simplifier et comment le code va être meilleur qualitativement tout simplement. Alors on va commencer avec une solution toute simple, MVVM simplifiée, avec uniquement un exemple Android et une main form, main page, avec un main view model. Et puis on va utiliser des données, les données seront celles d'un utilisateur, d'un login qu'on va afficher. On va commencer par regarder la classe de notre utilisateur. Voici la classe de l'utilisateur, enfin, des user information que l'on va conserver. On va conserver pour cet utilisateur un login, donc ce qui lui permet de se faire reconnaître quand il doit rentrer dans le système, et puis un display name, c'est-à-dire qu'on s'adresse à lui à l'écran, on va plutôt afficher le display name plutôt que son login. Ce qu'on voudrait faire, c'est afficher bonjour machin chose quand l'application se lance. Pour ça, on est confronté à un problème, c'est que certains utilisateurs ont des display names, mais pas tous. On va voir maintenant une main page. Cette main page, donc avec le binding de son view model selon une méthode qui est aujourd'hui classique si vous suivez .vlog, elle va contenir une grille et elle va contenir un label qui va tout simplement dire bonjour machin chose en utilisant son display name. On commence déjà à avoir des petits soucis parce que quand savoir si ce label s'affiche ou s'affiche pas? Comment le mettre en forme? Alors ici vous avez un très bon exemple d'utilisation, ça par contre c'est bien. On va utiliser le display name avec un string format pour dire bonjour machin chose. Pas besoin de créer une propriété avec string qui va faire ça. Mais comme on ne sait pas si le display name est vide ou pas, on va le demander au view model. Donc le view model, on va créer une propriété current user as display name. Et puis on va dire que ce label is visible si l'utilisateur courant a un display name. Et s'il n'y en a pas, alors on va créer un deuxième label, sachant qu'il n'y en aura que l'un des deux qui va s'afficher, qui va être lui bindé non plus au display name mais au current user.login, histoire d'avoir quelque chose à afficher, avec un string format qui cette fois-ci ne dira pas bonjour machin chose, mais votre login est ceci ou cela. Et ici, on va le rendre visible, donc son is visible, uniquement quand, ah ouais, mais on peut pas utiliser la même propriété. Current user as display name, ça va pas. On peut pas faire une négation à ce niveau-là. Donc il va falloir créer une autre propriété qui va s'appeler current user as no display name, et qu'on va binder bien sûr au is visible. De cette façon-là, en fonction des deux cas, j'aurai un label qui s'affichera ou l'autre. Et on ne rigole pas parce que c'est une programmation que je vois souvent quand je fais des audits. Donc là-dessus, personne ne rit parce que si je vais chez vous et que je regarde, je suis sûr que je peux trouver des trucs de ce genre-là. On va regarder rapidement ce view model qui va derrière parce que il a beau être pas très réglementaire, il en reste pas moins qu'il faut comprendre justement tout ce code qu'on a ajouté, tout ce code qu'on a fabriqué juste pour gérer ces deux choses-là. Alors déjà notre code XAML, il est déjà pas très beau, mais le code du view model, vous allez voir, c'est pas terrible. Pour jouer sur les deux cas de figure, j'ai créé donc deux variables à l'intérieur de mon view model qui sont initialisées, user1 et user2. Il y en a un, il a un login et un display name, et l'autre n'a qu'un login et il n'a pas de display name. Notre current user est l'information que notre main view model va publier, c'est une propriété de type user information, et ici on va renvoyer le current user qui est stocké, le backing field, et puis on va utiliser le setProperty quand la propriété change. Alors on s'aperçoit déjà que ça commence à poser un problème, parce qu'on est obligé de déclarer deux propriétés, donc la fameuse current user as display name, puis aussi current user as no display name pour pouvoir afficher l'autre label et jouer sur les deux is visible. Alors bien sûr, quand on change de user, le setProperty qui est ici va faire un raise property change de la propriété qu'on est en train de changer, c'est-à-dire current user. Mais elle va pas avertir par magie toutes les propriétés dérivées qui quelque part utilisent des morceaux de current user. C'est le cas pour
current user as displayName et current user as no displayName, puisque leur fonctionnement, leur résultat dépend en fait du contenu du current user. Dans le premier cas, on regarde, on fait un note string is null or empty de current user displayName, et dans le deuxième cas, on fait une négation du premier. Une négation d'une négation, ça évite de répéter le string et le test, on a déjà une variable pour ça. Alors ça commence à devenir difficile tout ça. Maintenant, quand on fait le set de la property, donc on a vu qu'on utilisait un MVVM minimum, donc j'utilise le MVVM helpers de James Montemagno, j'ai réussi à le dire du premier coup, et qui contient absolument rien, juste un base du modèle qui sait faire set property. Mais par exemple, il ne savait pas faire le reste que j'étais obligé d'ajouter. Et dans ce set property, ça serait autre chose dans un autre toolbox, dans un vrai toolbox MVVM, mais on retrouve le même genre de choses qui permettent de mettre à jour et de lever INPC. Là, je suis bien embêté parce que quand on change de user, il faudrait que les deux autres propriétés soient aussi averties, sinon l'affichage ne va pas se mettre à jour. De fait, j'ai été obligé, à l'intérieur du set property, qui le prévoyait, il y a une méthode ici, vous voyez, action unchange, donc, est une lambda, qui va appeler le rest property change sur les deux propriétés que nous avons créées ici, la current user as displayName et la current user as no displayName. Alors sachant que le rest property change n'existe pas en plus dans le MVVM helper, c'est vraiment super light, je l'ai rajouté pour pouvoir en disposer. Donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait juste ce qu'elle dit, un res property change, donc elle envoie INPC. De telle sorte que si nous avons des champs XAML qui sont bindés à ces deux propriétés, et bien quand on change de user, elle soit avertie et qu'elle se mette à jour en conséquence. En dehors de ça, notre MainViewModel s'initialise en utilisant le user1 comme user par défaut, et puis j'ai implémenté une commande pour pouvoir avoir un bouton dans l'application qui permet de switcher indéfiniment sur user1, user2, user1, user2 pour voir la différence qu'il y a entre les deux. Disons que cette partie-là, effectivement, est surnuméraire. Regardons juste le reste. On voit qu'on a quand même quelque chose de compliqué. Le set property, on doit prévenir d'autres propriétés, on doit conserver deux propriétés booléennes, qui en plus, bon, il y en a une qui est la négation de l'autre, c'est pas très clean. Et revenons 2 secondes à notre XAML, où on a deux labels avec toutes leurs définitions, tout simplement pour être bindés au final, l'un sur le displayName, l'autre sur le logging, et en plus de ça, pour être capable de cacher l'un ou de cacher l'autre, en fonction isVisible, qui est bindé à l'une des deux propriétés booléennes. Donc vraiment, c'est pas du clean de chez clean. Et c'est un code, comme je le disais, qu'on voit assez souvent. Ici, je le mets vraiment en évidence, c'est très simple. Des fois, ça prend des tournures un tout petit peu plus nuancées. Je serais presque tenté de dire perverses, parce que justement, on les voit moins facilement. Mais c'est le genre de code qu'on trouve un peu partout. Notre application se lance, elle va s'afficher avec donc le premier user qui dispose d'un displayName et d'un logging. Mystère. C'est bien long. Et non, ça arrive. Et voici notre application qui vient de s'afficher. Il nous dit « Bonjour Claire », c'est gentil, bon, je m'appelle pas Claire, mais enfin, on va pas faire de sexisme en mettant toujours des prénoms d'hommes. C'était notre user1, et notre user1, comme vous l'avez vu, définit un user dont le displayName est Claire. Donc jusqu'à là, très bien, on voit que le string format du XAML marche très bien, heureusement qu'on n'a pas en plus créé une propriété de type string qui fait une concaténation entre bonjour et le displayName, etc. Là, on a quand même essayé de faire à peu près propre, ça marche très bien. Quand on passe au user 2, voici le deuxième label, le premier donc son isVisible devient false puisque la propriété a changé, et le deuxième, sa propriété isVisible devient true, et on écrit votre logging, c'est Antoine, alors Marc-Antoine peut-être. Je refais user 1, user 2 en appuyant sur mon bouton, on retrouve bonjour Claire, votre logging, machin, bonjour Claire, votre logging, vous avez compris. On va arrêter ça, et bien ça, il faut pas le faire. À chaque fois que vous faites ça, un bébé chat meurt. Donc on va voir comment réaliser exactement la même fonctionnalité, mais cette fois-ci en écrivant du code un tout petit poil plus intelligent, et notamment en se servant des triggers, et pas de n'importe lesquels, puisque comme vous avez lu l'article qui est sorti sur .blog, il existe plusieurs types de triggers. Ici, on va en utiliser un type bien particulier. C'est ce qu'on va voir, on y revient dans quelques instants, le temps que je change tout ça. Et bien maintenant, il va être temps de voir comment on va arranger ce code, comment on va mettre un peu de propre dans tout ça. On va commencer par le ViewModel, parce que c'est là où, je dirais, le plus affreux se trouvait. Dans la définition de ces deux propriétés inversées qu'on était obligé de prévenir au niveau de l'INPC séparément, donc ce qui induit une dette technique importante, parce qu'il va falloir se souvenir de tout ça, et je dis encore une fois, c'est un exemple extrêmement réducteur. Dans une véritable application, ce genre de choses est plus, je le disais, pervers, parce que c'est plus caché, c'est plus difficile des fois de trouver ce genre d'erreurs, et c'est beaucoup plus difficile de les faire évoluer ou de faire de la maintenance corrective, autant que de la maintenance évolutive sur ce genre de code. Ce code, on va commencer par virer tout ce qui n'a plus aucun intérêt. Par exemple,
on fait juste notre get et notre set du current user, ça s'arrête là. Ces deux propriétés booléennes, asDisplayName ou asNoDisplayName, on les vire aussi. Voilà, notre, en dehors des deux variables ici qui servent au test, ce qui évite de taper à chaque fois les informations, notre viewModel ne contient plus qu'une seule propriété, une initialisation qui en plus n'a de sens que dans le cadre de notre test, donc il ne devrait même pas être là, et une commande qui sert à switcher du user 1 au user 2, qui là aussi n'a de sens que parce que c'est le test. Donc en fait on a un viewModel qui contient uniquement un private user information et un public user information current user. C'est tout. Alors avant qu'on passe au XAML, j'aimerais vous rappeler une petite chose. Nous sommes des informaticiens. On ne juge pas de la qualité de notre travail à la quantité de code qu'on produit. C'est-à-dire qu'on peut très bien faire du très bon code en n'ayant fait que 2 lignes de code, ou on peut être amené à faire 5 lignes de code si cela est nécessaire. C'est pas la quantité qui fait la qualité, aussi bien dans un sens que dans l'autre. Ce sont d'autres critères comme les critères de solid, comme les critères de dry, don't repeat yourself, comme toutes ces guidelines qui font qu'un code ne va pas laisser une dette technique lourde et sera un code de bonne qualité, maintenable, ce qui est surtout un critère important. De fait, la solution qu'on va voir, ici dans le viewModel, elle consiste effectivement à enlever beaucoup de choses. On va voir que dans le code de XAML, on n'aura pas enlevé tant de choses. Alors on pourra se dire, vous pourrez vous dire, oui mais finalement c'est assez équivalent. Ne tombez pas dans le relativisme. Pensez un peu à la mode en ce moment, c'est très dangereux. Nous ne sommes pas des vendeurs de patates sur le marché, avec tout le respect que j'ai pour les vendeurs de patates sur le marché. Mais la vendeuse de patates sur le marché, elle juge la qualité de sa journée à la quantité de patates qu'elle a vendues dans cette journée. Quand elle a vendu qu'un seul kilo toute la journée, c'est une mauvaise journée. Qualitativement, c'est une mauvaise journée. Quand elle a vendu 50 kilos de patates dans la journée, elle a fait une bonne journée. Qualitativement, par rapport au but de son métier, elle a fait une bonne journée. Nous ne fonctionnons pas comme ça, et nous fonctionnons en fonction d'autres buts un peu plus abstraits, les guidelines dont je parlais tout à l'heure, et c'est comme ça qu'on juge qu'un code est bon ou mauvais. Et ce que l'on va comparer, en fait, c'est un code, celui que je vous ai fait voir jusqu'à maintenant, qui était un mauvais code, il y avait un mauvais viewModel qui exposait des tas de propriétés qui ne servaient à rien, qui obligeait à prévenir par des mécanismes complexes qui étaient tout à fait ouverts à l'erreur, notamment lors de maintenance, et un code XAML qui n'était pas si mauvais que ça, mais qui utilisait lui-même des variables spéciales pour savoir s'il allait afficher telle ou telle ligne. Donc on avait un ensemble de mauvais codes. Et ce que je vais vous proposer maintenant, c'est une bonne solution pour réaliser la même chose, un bon code, c'est-à-dire un code qui est mieux formé. On le voit sur le viewModel qui déjà est beaucoup plus simple, donc qui n'utilise plus qu'une seule propriété, qui n'utilise plus de calcul, qui n'a pas besoin d'aller prévenir d'autres propriétés de changement dans le mécanisme d'INPC. Bref, quelque chose de beaucoup mieux. Si on regarde maintenant le code XAML, notre code XAML n'a pas forcément beaucoup évolué puisqu'on a deux labels qui affichent chacun une chose différente. Et on a besoin de savoir quand est-ce qu'on l'affiche et quand est-ce qu'on ne l'affiche pas. Et comme on a deux formatages différents, il y en a un qui est en rouge, l'autre qui est en bleu, l'autre qui est en 20, l'autre qui est en 30 en termes de taille de fonte, il va bien falloir le mettre quelque part. On pourrait fédérer ça dans un style, par exemple, ça éviterait que ça soit à cet endroit-là, mais enfin ça n'empêcherait pas que ça serait nécessaire. Alors d'ailleurs, souvent, ce genre de choses, je vous conseille de les mettre dans des styles, parce que si dans une page vous faites du 20 et du 30 et que dans l'autre vous faites du 18 et du 32, ça n'ira pas. Donc mieux vous créer un style pour classifier vos informations. Du coup, sur une application entière, la quantité de code qui a été créée pour ajouter ce style devient négligeable par rapport à la quantité de fois où il est utilisé. Et puis, nous avons effectivement des triggers qui vont se déclencher. Je vais rentrer un peu plus en détail là-dessus. Qui dit trigger dit forcément des conditions. Ces conditions, elles n'utilisent que des choses que nous avons déjà, donc le current user, pas besoin de déclarer d'informations supplémentaires. Pour savoir, dans le cas particulier, si la chaîne est vide ou non, comme on n'a pas le moyen de faire ce genre de test directement en XAML, on a besoin effectivement d'un convertisseur de valeur. Vous allez voir, il y a une ligne efficace de code qui a été rentrée dedans. C'est le moyen propre, c'est ça que servent les convertisseurs. Comme je le dis des fois, beaucoup de convertisseurs qu'on utilisait en UWP ou en WPF perdent de leur intérêt quand on est en MVVM parce que le viewModel peut se permettre de présenter ou de mettre en forme un certain nombre de choses. Mais il y a une frontière, il y a une barrière à partir de laquelle il ne faut pas que le viewModel aille. C'est un excellent exemple de cette barrière. Il ne faut pas qu'il aille au-delà, il ne faut pas qu'il publie des propriétés ad hoc pour afficher ou pour cacher. Ça, c'est le rôle des convertisseurs de valeur, et on va voir tout à l'heure. Donc forcément, le convertisseur de valeur a été créé quelque part, il est déclaré dans le Resource Dictionary de notre page, il pourrait l'être au niveau de l'app XAML ou autre chose, peu importe, et sinon tout le reste n'a pas changé. La mécanique qui nous intéresse, c'est celle du trigger. On voit que dans le label, comme dans toutes les autres views de Xamarin.Form, on a une propriété qui s'appelle triggers, donc qui est une liste, parce qu'il y a un S, on va en utiliser qu'un seul. Ici, c'est un data trigger
Alors il existe beaucoup d'autres sortes, il y a des event triggers qui permettent de s'accrocher à un événement. Ici, on va s'accrocher à une propriété dont la valeur peut changer. Il faut ajouter le target type, qui est un label. Donc ce data trigger aura pour cible un label. Bah oui, c'est le label qui est ici qu'on est en train de vouloir modifier. C'est ses propriétés, parce que c'est les propriétés de cet objet-là que nous allons modifier quand le trigger va se déclencher. Nous avons un binding qui est fait à quoi? On va se binder au current user displayName. Et ce qu'on veut savoir, c'est quand le displayName est vide ou quand il ne l'est pas. Dans le cas du label qui affiche le displayName, on veut qu'il ne soit visible que si le displayName est not null. En tout cas, not null ou not empty ou un test de ce genre-là. Et notre deuxième label fait exactement la même chose, sauf que le test va être inversé. Il teste toujours le current displayName et il a besoin de savoir par contre quand il est vide, quand il n'est pas affiché, pour pouvoir s'afficher lui-même. Donc jusque-là, pas grand-chose d'extravagant, sauf qu'on utilise que des propriétés simples, celles du viewModel, pas de propriétés surnuméraires, et on complète par du XAML qui est fait pour ça. Alors encore une fois, vous allez me dire, ouais, mais c'est un peu compliqué, c'était beaucoup plus simple de mettre une variable et de faire... Ouais. Alors, comment l'expliquer sans être rude, comme diraient les Américains? Le chèque que vous touchez à la fin du mois, en tant qu'informaticien, sauf si vous êtes amateur ou que vous ne faites pas ce métier-là à titre professionnel, il est là pour vous dire qu'on paye le savoir-faire d'un informaticien, pas d'un boucher charcutier. De fait, cette solution est peut-être un peu plus dure à mettre en place parce qu'elle demande à bien connaître XAML tout simplement. Or, le chèque que vous recevez à la fin du mois, il est là pour vous prouver que, effectivement, c'est votre boulot que de savoir utiliser XAML. Donc, quand une solution qui est pourrie, mais facile à mettre en œuvre, et une solution qui vous semble plus complexe parce que vous n'êtes peut-être pas encore assez à l'aise avec XAML, par exemple ici, forcément, ça ne va pas être un critère pour juger quelle est la bonne et quelle est la meilleure des deux solutions. La meilleure des solutions, c'est celle qui correspond aux critères de notre métier. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise avec XAML pour faire ce genre de choses, ben voilà, il y a d'autres vlogs, il y a d'autres blogs, il y a tout ça pour vous aider à améliorer votre connaissance de l'outil pour être capable de faire naturellement du code de ce type-là. Mais vous voyez bien que c'est une difficulté qui est plus liée à votre savoir-faire et à la façon dont vous allez être habile pour créer du code XAML ou C# que une difficulté intrinsèque réelle. Donc elle ne compte pas dans notre façon de juger si ce code est meilleur ou moins bon que l'autre. Ici, il est meilleur pour toutes les raisons que j'ai déjà évoquées. Comment fonctionne cette histoire de convertisseur? Je ne vais pas faire un cours sur les convertisseurs de valeur en XAML parce que j'en ai déjà écrit beaucoup là-dessus sur .blog et dans les livres gratuits qui sont publiés dans la collection all.blog que vous pouvez télécharger depuis le blog. Donc on va juste regarder le code de ce nul converteur. Vous allez voir que c'est terriblement complexe puisque on a un isNullConverter. Sa seule obligation, c'est de descendre de eValueConverter. Et comme il ne marche qu'en one way, le convertBack va lever une exception, tout simplement. Et notre code ici, qu'est-ce qu'il retourne? Ben, il retourne vrai si la valeur est nulle, ou si elle n'est pas nulle, et qu'elle est isNull or whitespace. Donc c'est quelque chose de vraiment très simple. C'est une ligne de code. Tout le reste est automatique, et tout le reste n'est qu'un bout de décor. Comment elle est déclarée? Elle est déclarée ici, content page, puisque nous sommes sur une content page, .resources. On va ouvrir la balise resource dictionary, et dans ce dictionnaire, qu'est-ce qu'on va rajouter? On va créer une instance de isNullConverter auquel on va donner une clé pour pouvoir y accéder. Cette clé, en général, on donne le même nom, comme ça c'est bien pratique. À l'intérieur de notre binding, des deux bindings ici, nous avons binding current user displayName, converter static resource, puisque c'est une ressource statique, isNullConverter, tout simplement. Et grâce à cela, le displayName va être transformé par le convertisseur en une autre valeur, ici une valeur booléenne, qui sera soit vraie soit fausse, selon que le displayName sera vide ou ne le sera pas. Comment marche notre trigger? Label triggers, on ouvre donc la liste, on déclare un data trigger et pas un event trigger ou autre chose, on indique sa target pour savoir quelles sont les propriétés, de quel objet les propriétés seront la cible quand elles vont être modifiées, c'est un label, bien sûr, et son binding, c'est quoi? C'est binding donc displayName, le convertisseur, et quelle valeur on va tester, quelle value on va tester quand la value retournée par displayName, convertie par le convertisseur, est false, c'est-à-dire quand la chaîne est non vide. Et que se passe-t-il quand la chaîne est non vide? On vient ici décrire un certain nombre de setters, on peut en mettre autant qu'on veut, qui vont venir changer les propriétés de l'objet cible, donc la target cible, le label, et qui vont dire par exemple ici juste property is visible, value égale true. Donc s'il est non vide, notre label devient visible. Les triggers, comme on peut s'y attendre, les triggers s'annulent, c'est-à-dire que tant qu'ils sont vrais, ils sont en fonction, et quand ils ne sont plus vrais, on revient à l'état précédent. C'est le moteur de gestion des propriétés de XAML qui fait ça. J'ai écrit longuement sur ce moteur qui a plusieurs niveaux, 5-6 niveaux différents. Je vous conseille, ça peut être dans le tome de .blog consacré à XAML d'ailleurs, et je ne vais pas rentrer là-dedans maintenant. Et cette valeur, il faut qu'elle existe. Raison pour laquelle on initialise notre label à isVisibleFalse, de telle façon à ce que quand le trigger va se déclencher, il va passer à vrai, mais quand il va se désenclencher,
À quoi va-t-il revenir? Il va revenir à false, et non pas à true, qui est la valeur par défaut, sinon on ne verrait pas l'effet. Pareil pour notre deuxième label, on utilise le même schéma, la même déclaration, on se lie bien évidemment toujours au displayName, on utilise bien sûr toujours notre même convertisseur. La seule petite différence, c'est qu'au lieu de tester si le résultat de notre convertisseur est à vrai ou à faux, et bien ici, on fait l'inverse, c'est-à-dire ici, dans ce cas-là, c'est à true. Et dans le même cas, on a ici un isVisible égale false. Parce que de toute façon, ces deux labels ne doivent pas être visibles, ils ne doivent l'être que quand leur trigger s'active. Et là, bien sûr, le setter est le même, isVisible égale true. Donc c'est tout. Donc si on lance cette magnifique application de démonstration, on devrait voir exactement la même chose que ce qu'on a vu dans le cas du code pas terrible, sauf que maintenant on a un bon code. Alors ce bon code, comme je disais tout à l'heure, on peut le juger lourd, pas lourd, on peut le juger plus complexe techniquement. Oui, il demande à mieux connaître XAML, à mieux connaître C# quelque part, les convertisseurs de valeurs, à être à l'aise avec toutes ces choses-là, donc il demande à être un meilleur professionnel. Mais on ne peut pas dire que ça soit un désavantage de demander à quelqu'un d'être un meilleur professionnel. Vous serez d'accord avec moi. Alors qu'écrire du code qui est mauvais, c'est mauvais. Notre application va arriver à l'écran, et il nous dit glorieusement, toujours bonjour Claire, je ne m'appelle toujours pas Claire, mais c'est l'exemple qui le fait, user 1, user 2, je clique, votre login est Antoine, je reclique, bonjour Claire, je reclique, et on a quelque chose de tout à fait fonctionnel. Qu'est-ce qu'on a gagné au passage? C'est tout ce que je viens de vous expliquer. Qu'est-ce qu'un trigger? Un trigger, c'est comme un behavior, sauf qu'il y a une condition de déclenchement, ce qui n'est pas forcément le cas et ce qui n'est pas une obligation dans un behavior. Un behavior, c'est juste un comportement ajouté. Il a le droit de détourner des événements de l'objet qu'il vampirise, donc ça peut donner l'impression d'être la même chose, alors que dans le trigger, il y a obligatoirement une condition de déclenchement. Cette condition de déclenchement, ça peut être un data trigger, comme ici, c'est-à-dire un changement de valeur d'une propriété. Ça peut être un event trigger, c'est-à-dire quand un certain événement se déclenche. Il y a d'autres types de triggers que je vous laisse découvrir. Donc, j'espère que cet épisode vous aura intéressé, que vous allez bien comprendre le sens de ce que je vous démontre. Désolé, comme j'avais prévenu, il y a un peu plus de parlotte, parce que là, il y a des choses à expliquer et qu'il ne faut pas passer à côté. En attendant, je vous dis merci pour votre attention, à la prochaine fois, à .vlog numéro 6 ou au prochain billet de .blog. Et dans cette attente, vous avez largement de quoi lire sur .blog ou à regarder sur .vlog ou sur ma chaîne YouTube. Et je vous dis à bientôt et stay tuned.